Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques et que vous n'avez pas trop d'aigreur à cause d'un trop plein de chocolat. Voici le sommaire de ce journal. Les vacances scolaires ont été décalées pour tomber aux mêmes dates que les vacances françaises du 9 au 26 avril. Qu'en pensez-vous? La réponse dans ce journal. Demain, mardi 6 avril, la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. À cette occasion, depuis 2014, Peace and Sport invite le monde entier à manifester son soutien à travers le symbole de la carte blanche. Nous recevrons le président et fondateur de Peace and Sport, Joël Bouzou, qui nous parlera de l'importance de cette journée et de cette white card. Retour sur la victoire en basket de la Roca Team samedi soir 92-80 face à Orléans JP Elite. Le club monégasque est plus que jamais en tête du championnat de France. Nous recevrons à ce titre un ancien joueur et supporter de cette belle équipe, Frédéric Chocard. Entre ses souvenirs de joueur et son soutien indéfectible, même si c'est à huis clos en ce moment, à l'aube d'une demi-finale en Eurocup mardi 19h, salle Gaston Médecin face à Grande Canaria. Et puis n'oublions pas, c'est lundi de Pâques, nous ne pouvions pas passer à côté du traditionnel reportage consacré aux œufs en chocolat et les dernières tendances. Mais avant cela, vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'info du week-end. Le gouvernement a pris une décision concernant les vacances scolaires en principauté. La décision de s'aligner aux vacances françaises après une journée de concertation avec la direction de l'éducation nationale, le monde enseignant, les représentants des parents d'élèves et les élus nationaux. C'est à retrouver dans les colonnes de nos confrères de Monaco Matin. L'association des parents d'élèves a pris acte de la décision, même si parmi eux les avis sont partagés. De même, le Conseil national a fait savoir son désaccord dimanche dans un communiqué. Le Conseil national propose d'autres solutions, comme des lieux de garde pour les enfants des professeurs et personnels d'établissements scolaires français, dont les enfants sont scolarisés en France et qui sont donc au cœur de cette problématique. Des lieux comme par exemple l'espace Diaghilev, le chapiteau de Fontvieille ou encore la salle des Étoiles. Nous sommes allés à la rencontre de parents principautés pour savoir ce qu'ils en pensent. On les écoute. Je pense que c'est une bonne chose, surtout par rapport aux professeurs qui habitent en France et qui ont des enfants scolarisés en France. Forcément, ils auraient eu du mal à venir à Monaco pour exercer leur métier. Donc je pense que la décision a été bonne. C'est quand même assez embêtant parce que du coup, ça nous oblige à réagir dans l'urgence, à trouver des solutions pas forcément simples. Je pense que c'est plutôt une bonne idée dans le sens où les enfants, quand ils sont tous ensemble à l'école, ils se contaminent un peu plus facilement. Moi, je trouve ça très dommage, parce qu'à Monaco, on est tout à fait libre normalement. On n'a jamais rien suivi sur tout ce qu'il y avait sur Monaco, enfin sur la France avant. Je trouve ça dommage que Monaco se soit aligné. Je pense que c'est bien de s'aligner à la France. Et vous, comment vous allez vous organiser? Mais en fait, comme en ce moment je travaille pas, c'est plus facile pour moi. Et avec mon mari, il a pu décaler ses vacances. Le fait qu'ils aient fait ça, d'avancer les vacances, et du coup ça permet aux enfants de ne pas quitter l'école au final, je trouve ça vraiment très bien. On est en train de chercher les solutions. On n'a pas encore complètement trouvé les solutions définitives. Mais personnellement, j'aurais préféré qu'on reste sur les vacances prévues. Moi, je pense que c'est pas trop à nous de réagir. Nous, de toute façon, tout le monde subit. Nous, égoïstement, ça nous arrange pas, mais on se calque. Je pense que c'est pas un souci. Il faut quand même apprécier ce que fait le gouvernement. Ils gèrent très bien la crise du Covid depuis le début. Donc oui, voilà, rien de plus à rajouter. Rappelons que contrairement à la France, dès mardi et ce jusqu'à vendredi, les élèves retrouveront le banc des écoles pour des cours en présentiel avant les 2 semaines de vacances du 9 au 26 avril. Changeons de sujet. Chaque année, pour célébrer la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, Peace and Sport invite le monde entier à manifester son soutien à travers le symbole de la carte blanche. Avec nous, le président et fondateur de Peace and Sport, Joël Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Depuis 2014, le 6 avril, chaque année, est la date de l'opération que l'on appelle White Card. Première question, toute simple. Quel est l'historique et quel est le concept de cette White Card? Déjà en 2013, l'ONU a créé une journée qui est la journée pour le sport au service du développement et de la paix. Et quand ceci a été créé, nous avons décidé avec Peace and Sport de créer un site dédié à ce type d'opération qui s'appelle aprilsix.org. Et le point résonant de cette campagne, c'est ce carton blanc. Le carton blanc, white card, c'est comme par analogie à ce qui se passe au niveau du football où on va sanctionner des comportements, je dirais, déviants par un carton rouge ou par un carton jaune. Oui. Là, c'est du positif, c'est le carton blanc. C'est devenu aujourd'hui le symbole de la paix par le sport, le symbole d'une façon de pratiquer le sport, le symbole de réunir les gens par le sport. Alors,
En 2014, on a commencé avec 6 millions de cartons blancs sur la planète. Et l'an dernier, en 2020, on était à 117 millions. Donc vous voyez un peu la progression. C'est devenu vraiment quelque chose qui résonne un peu partout, que ce soit dans les fédérations internationales, les fédérations nationales, les athlètes de haut niveau, mais même les ministères, les comités nationaux olympiques, un certain nombre de stars et même des chefs d'État, celui de Monaco en particulier, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, mais aussi des gens comme Juan Manuel Santos, Mohamed Younous, qui sont des prix Nobel de la paix et qui nous aident à promouvoir cette campagne. Quelle est l'importance pour Peace and Sport, tout simplement, d'organiser cette opération? C'est un des points clés de l'année, avec le Forum international en particulier. Mais c'est le moment où on passe le message, où on renforce l'opération, le symbole. Et en particulier cette année, où derrière chaque carton blanc, on essaye de savoir quelle est l'histoire. Quand j'étais, moi, jeune, 17 ans, j'ai participé au stage franco-allemand qui avait été créé par l'héritage de De Gaulle et Adenauer. Et les Allemands sont devenus mes meilleurs amis par le sport, alors que j'avais à la maison des grands-pères qui n'étaient pas vraiment en faveur des Allemands. Vous comprenez pourquoi. Bien sûr. Mais on voit ce type d'histoire derrière chaque personnalité qui lève un carton blanc. J'ai vu au Burundi, par exemple, des enfants du Congo qui, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de l'Amitié, alors qu'il y a eu ces rivalités entre Hutus et Tutsis, chantaient spontanément dans leur langue. Et je leur demandais quelle était la parole de la chanson. Est-ce que c'était une chanson qu'ils avaient appris? Ils venaient juste de la créer. Ils disaient on est au Burundi et on n'a plus peur. Voilà, on arrive par le sport à fédérer des gens qui sont pas forcément fédérable au départ. Et donc le sport est ce fantastique vecteur et le carton blanc, c'est le symbole. Vous venez de l'évoquer en quelques mots. Un mot sur le bilan depuis 2014. Qu'est-ce que ça a pu générer, cette opération White Card? C'est devenu un symbole partout, pour tous les gens qui pratiquent le sport, en particulier, comme je le disais, dans les fédérations internationales, un peu partout sur la planète, pratiquement tous les pays, puisqu'on travaille avec plus de 100 pays aujourd'hui, avec 70 fédérations internationales. Et donc cette année, c'est encore plus important, je pense, de montrer que même si on ne peut pas se déplacer beaucoup avec le Covid, on peut continuer à pratiquer le sport d'une certaine façon et on peut préparer le moment où finalement on pourra de nouveau être ensemble, mais être ensemble pour vivre ensemble de la meilleure façon possible, parce qu'on comprend la différence, parce qu'on respecte les différences, qu'elles soient culturelles, politiques, ethniques ou sociales ou religieuses. Alors l'opération White Card, ça se déroulera ce mardi. Si on veut y participer, qu'est-ce que l'on doit faire? Alors on prend un selfie et puis on va le poster avec un hashtag White Card et on le poste sur la plateforme aprilsix.org. Et si on a en particulier une histoire intéressante qui justifie en fait de poster cette White Card, eh bien on l'écrit, on l'envoie et puis nous on va collationner ces millions d'histoires qui pourront servir à des enfants pour rejoindre le sport structuré, le sport structurant et le sport pour la paix. Un selfie avec bien sûr un carton blanc à la main. Exactement. Après un an de crise sanitaire, comment Peace and Sport a traversé cette épreuve? Ça a été difficile parce que les rassemblements sont difficiles. Alors, ils ne sont pas difficiles partout et au même moment sur la planète. Donc, on a pu continuer quand même à développer un certain nombre de programmes. Mais même à Monaco, on a eu du mal à travailler de façon idéale, bien sûr, comme beaucoup d'autres organisations. Ceci dit, on a montré que le sport était résilient et que même sans se rassembler, on pouvait continuer à pratiquer. Et on pouvait aussi maintenir, en particulier avec les outils digitaux, les gens ensemble et par le sport. Comment se portent les ambassadeurs de Peace and Sport? Toujours aussi motivés, même malgré la crise? Bah écoutez, si vous voyez Lionel Messi jouer en ce moment, vous verrez qu'il se porte bien, mais Didier Drogba se porte des ambassadeurs, Didier très bien Drogba aussi, et toutes les autres stars comme Sia Colissi, Marlène Arnois qui est très active ici, Pierre Frola qui est la star locale, je dirais, à Monaco. Tous ces gens-là sont actifs et ils portent tous haut les couleurs de Peace and Sport et en particulier la couleur blanche.
Joël Bouzou, on le rappelle, ce mardi 6 avril, opération White Card. Vous prenez une photo de vous, d'un de vos proches, avec un carton blanc à la main et vous l'envoyez sur les réseaux sociaux de Peace and Sport en tapant #WhiteCard ou en allant sur le site www.april6.org. Joël Bouzou, merci. Absolument, donc je vous fais, avec les moyens du bord, une White Card. Et on va le faire ici sur Monaco Info aussi. Merci pour votre soutien aussi. Restons dans le domaine sportif. En basket, Monaco vit une saison exceptionnelle. Mardi, pour la première fois de son histoire, la Roca Team jouera une demi-finale d'Eurocup. Nous allons y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, parlons du championnat de France, où là aussi Monaco est au meilleur niveau, tout simplement en tête de la Jeep Elite. Retour sur le dernier match. Les joueurs monégasques se sont imposés sur leur parquet samedi soir, 92-80 face à Orléans. Le résumé avec Frédéric Hélion. Après l'accro face à Cholet lundi dernier et la défaite surprise de 21 points, le deuxième revers de la saison en Jeep Elite, la Roca Team a renoué avec le succès en championnat samedi soir. Une victoire 92-80 face à Orléans au terme d'un match au scénario un peu fou. En première mi-temps, la Roca Team montre son meilleur visage, les mains actives en défense, 6 interceptions dans le premier quart-temps et des paniers en transition, à l'image de ce 3 points de Dibos, tout cette finition de Willy Guettet au alley-oop en contre-attaque. 27-19 Monaco après 10 minutes. L'avance va même passer rapidement la barre des 20 points. La Roca Team passe un 26 en 7 minutes avec une belle alternance entre les tirs extérieurs et les paniers près du cercle. Tout est compliqué pour Orléans, pas d'adresse avec un 1 sur 10 à 3 points en première mi-temps. Trop de ballons perdus, Monaco vire en tête, 50-33 à la pause. Le début de troisième quart-temps est un duel d'intérieur, 9 points en 3 minutes 30 pour Luc Fischer, 6 pour Mathias Le Sort. Orléans a de nouveau la tête à l'endroit, défend plus dur et opère un sérieux rapproché avec Paris Lee et Shima Moneke, 22 points chacun. L'OLB passe devant et remporte le troisième quart-temps, 32-16. J.J. O'Brien prend alors les choses en main. Paris Lee lui répond à 3 points. Les deux équipes sont à égalité alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Monaco va passer un 10-0 décisif avec un très bon passage de Willy Guettet, auteur de 2 actions décisives, coup sur coup, et un bon Damien Inglis qui inscrit 7 de ses 11 points dans le quatrième quart-temps. Monaco s'en sort et l'emporte 92-80. We knew Orléans was a good team coming in. They've been playing really well, and we focused on the game that they won in the Cup against Le Mans there. So, we were really focused coming in the second half. A lot of things went on that didn't go our way in the second half that we can't complain about. But Orléans is a good team, so they fought. But good thing we was able to stay resilient and do well while coach, had a little situation. But you can see how strong and how we fight as a team being here. We already played 2, I would say, crazy games already in Orleans, so we was ready for this. We opened the game really good and then made some mistakes. And okay, they came out also with a great energy. So I'm happy at the end we won. We was also thinking a little bit about the minutes, about the players, trying to manage the minutes in a different way for the game on Tuesday. So at the end. No injuries, and that's most important. We're all healthy, ready, and we have 2 days to prepare for the game. Bonne nouvelle, vous l'avez entendu, pas de blessés pour le grand événement qui nous attend. Je vous l'ai dit, pour la première fois, Monaco s'est qualifié pour les demi-finales d'Eurocup. Le premier match se jouera mardi, 19h, à Monaco, face à Gran Canaria. Un match, comme toute la saison, à huis clos. Pour en parler, nous sommes avec un supporter, Frédéric Chocard, bonsoir. Bonsoir. Un supporter, mais pas que. Je vous connaissais comme un des responsables de la fédération d'athlétisme, mais vous étiez aussi un ancien joueur de basket. Vous avez joué au plus haut niveau. Alors c'est vrai que j'ai eu cette chance dans ma jeunesse, en effet, de jouer avec l'équipe professionnelle de Monaco dans les années 80, de 83 à 88 ou 89 à peu près. Entre autres avec Robert Smith, qui a été quand même un des meilleurs Américains meneurs de jeu du championnat de France pendant des années. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette période-là, en élite comme ça? Alors c'est vrai que le championnat était un peu différent, c'était moins physique, moins rapide. Et puis, non, c'était beau à voir quand même. Hein. C'était très spectaculaire aussi. Et il y avait une ambiance fabuleuse et familiale, disons. C'était
un peu moins professionnel. On était vraiment comme une grande famille dans cette équipe. Et d'ailleurs, les résultats de l'époque, en 88, où on a failli être champion de France, avec Bill Swick comme entraîneur, et résultaient de cette belle ambiance qu'il y avait dans l'équipe. On se retrouvait sans arrêt tous ensemble pour aller manger, boire un coup. Après les matchs, on était toujours tous ensemble. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on retrouve actuellement dans l'équipe de cette année, où on sent vraiment une super ambiance dans l'équipe. Les gars sont super bien ensemble, s'entendent bien, et ils vivent bien. Et on le voit dans les quelques reportages que la Roca Team poste. Et je pense que c'est un élément primordial. Qu'est-ce que ça vous fait, vous l'avez évoqué, comme ça, de voir depuis plusieurs années maintenant la Roca Team au plus haut niveau, en tant que supporter maintenant? Ça a été fabuleux de voir remonter jusqu'en Pro A et de côtoyer les sommets, d'être leader du championnat depuis quelques années régulièrement, de gagner 3 Leaders Cup, de pouvoir partir à Athènes, faire le Final Four de la Champions League, c'était déjà en 2018, de jouer en finale contre l'AEK Athènes dans une salle pleine à craquer de supporters grecs dans une ambiance incroyable et de perdre malheureusement de quelques points. Mais on a vécu des émotions extraordinaires et ce qui est fabuleux, c'est de savoir qu'on peut continuer à en vivre des aussi belles, voire plus belles. On l'a dit, toute la saison là, à huis clos, j'imagine que c'est la frustration, non? Oui. Absolument. Le huis clos, malheureusement, est rentré dans les mœurs des sportifs professionnels et du sport de haut niveau. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors c'est sûr que c'est frustrant pour tout le monde, pour les joueurs, pour nous, pour le staff, mais c'est la seule solution, et en espérant pouvoir retourner à la salle bientôt et revivre ces moments où on se retrouve tous en famille, voilà. Un mot, vous l'avez évoqué, un mot sur cette saison en championnat de France et en Eurocup. Comment vous la trouvez, cette équipe? Elle est belle? L'équipe est magnifique. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le staff a réussi à faire les petits aménagements qui étaient nécessaires pour la rendre encore plus forte. L'arrivée de Rob Gray a été un élément très important offensivement. Mais Rudy de Maïs Balou fait un boulot incroyable. Et c'est là aussi que coach Z est capable de tirer le meilleur de ce jeune joueur et qui rend des services extraordinaires, qui défend, qui a arrêté Justin Cobbs, je le dis, dans les 3 derniers matchs, et qui a fait son job en rotation de D-Bost. Donc l'équipe est capable de battre Gran Canaria. Justement, la demi-finale en Eurocup, le premier match, comme je l'ai dit, mardi 19h, face à Gran Canaria. Comment êtes-vous à quelques heures de cette rencontre psychologiquement? C'est dur? Oui, j'ai clairement la pression. Des fois, mes enfants devant la télé, quand ils me voient, ils me disent que je suis en train de devenir fou. Et à crier tout seul pour le dernier match, qui a été quand même haletant jusqu'au bout, puisqu'on a gagné sur le fil, sur la fin. Et Gran Canaria est une équipe à notre portée. C'est prenable. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Quel est votre pronostic? Je pense qu'on va gagner les deux ici à la maison et chez eux. Donc je pense qu'on va gagner en 2 manches. Après la finale, ça sera quand même plus compliqué. Bologne, avec une équipe de vieux briscards, est quand même, je pense, au-dessus. Ou Kazan, on verra lequel des deux. Mais il y a de quoi, il y a une chance à jouer. Sur 3 matchs, c'est vrai que par rapport à la Champions League qui se joue sur un seul match, sur 3 matchs, il y a des chances. Il y a des chances. Frédéric Chocard, merci d'avoir répondu à mes questions. Fabien, merci, avec plaisir. Et puis, Dag et Mounegou. Dag et Mounegou. Et on suivra bien sûr ce match Monaco-Gran Canaria mardi 19h avec un résumé sur Monaco Info dès le lendemain, mercredi 19h. On passe au reste de l'actualité. En bref, avec vous, Christine Datomel, bonsoir.
Bonsoir Fabien, on reste dans le domaine sportif avec du football et l'AS Monaco qui, après sa victoire face à Metz en championnat, retrouve les joueurs de Frédéric Antonetti ce mardi pour les 8e de finale de Coupe de France. La dynamique doit rester la même, on est sur une bonne dynamique, on a envie de gagner, la motivation est toujours la même, on a envie d'aller le plus loin possible. Un match de Coupe de France, que ce soit un match de Ligue 1 ou de Coupe de France, on veut le gagner. On joue pour gagner, tous les matchs on veut les jouer pour gagner, donc c'est sûr que la motivation ne change pas. L'objectif est d'aller le plus loin possible et voilà, on va se donner les moyens pour. Je vous rappelle la date, les 8e de finale de la Coupe de France, Monaco-Metz, ce mardi à 18h45. Christina, si je vous dis bmcstream.com, vous me dites ? Eh bien, il s'agit de la nouvelle plateforme vidéo des ballets de Monte-Carlo, Fabien. bmcstream.com vous permet de profiter depuis chez vous des spectacles des ballets de Monte-Carlo et de partager des moments de danse précieux, un dispositif inédit qui offre à la fois un abonnement et des options de paiement à la séance avec une visualisation multicaméra interactive unique. L'Opéra de Monte-Carlo présente Boris Godunov de Modeste Moussorgsky. Et oui, cette œuvre qui a été malmenée par les pouvoirs publics avant sa création en 1874 sera présentée les 22, 27, 29 avril et le 2 mai à 14h à l'Opéra Garnier. Titre mythique de l'opéra russe, Boris Godunov dresse le tableau de la société russe du XVIe siècle et ses soubresauts politiques. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a ouvert ses portes à Pâques. Effectivement, un atelier a été organisé cet après-midi du lundi de Pâques pour les enfants au musée d'anthropologie. Les petits se sont inspirés d'objets préhistoriques pour décorer des œufs grâce à des techniques artistiques comme la peinture ou encore le modelage. Panier sous le bras, les enfants se sont ensuite aventurés au cœur du musée pour une chasse aux œufs aussi chocolatée qu'amusante. À ce week-end, une autre chasse aux œufs a rassemblé les petits à quelques centaines de mètres du musée. Oui, la veille, soit dimanche de Pâques, la célèbre chasse aux œufs du parc Princesse Antoinette a battu son plein. Sous forme de chasse au trésor, les enfants ont fouillé les moindres recoins du parc pour trouver des indices et repartir avec surprise et chocolat. Un après-midi toujours très apprécié de nos chères petites têtes blondes, Fabien. Merci Christinda. On reste dans la même thématique. Vous venez de voir des images de la chasse aux œufs au parc Princesse Antoinette. Eh bien, comme chaque année, avant ce week-end pascal, c'était la chasse aux œufs dans les boulangeries-pâtisseries, les chocolateries ou dans les grandes surfaces pour acheter des chocolats de Pâques. Alors, quelle a été la tendance cette année ? La réponse dans ce reportage. Depuis l'Antiquité, pour de nombreuses civilisations, la tradition est d'offrir à Pâques des œufs décorés, symbole de vie et de renouveau. Mais au cours des siècles, l'œuf a rencontré le chocolat et cette tradition a évolué au fil du temps. Lapin, poule, œuf, cloche, mais aussi poisson et coquillages. À chacun sa légende et sa symbolique. Et cette année, en principauté, la tendance était plutôt aux petits personnages inédits. Disons qu'aujourd'hui, on a essayé de faire des petits sujets pour casser un petit peu la tradition des œufs, des poules et des cloches. Donc, comme vous avez pu le voir, on a fait un petit plongeur, un petit chevalier masqué, une petite abeille, pour redonner un petit peu un côté fun à cette Pâques pandémique, en fait. Parce que, bon, malheureusement, on en est déjà au deuxième volet, on a vécu ça l'année dernière. Et c'est l'histoire un peu de d'égayer, entre guillemets, les sujets de Pâques traditionnels. Et alors les gens sont plus chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir ? Nous, on est avec le chocolat Valrhona, l'un des meilleurs chocolats français, depuis plus de 60 ans maintenant. Et justement, donc la tendance chez nous, c'est plus noir et lait. Il a été élu 2 fois meilleur pâtissier du monde et il est l'un des rares chocolatiers à torréfier lui-même ses fèves. Le célèbre chocolatier belge Pierre Marcolini a quant à lui imaginé cette année une collection très gourmande. C'est une chasse aux œufs dans un jardin enchanté, peuplé de lapins et d'œufs de Pâques, d'œufs pralinés. C'est une collection qui nous ramène en enfance et qui plaît d'ailleurs particulièrement aux enfants du plus jeune âge. Nous avons un super coffret d'œufs pralinés qui nous fait voyager effectivement avec des pistaches d'Iran, des noisettes du Piémont ou encore les amandes de Sicile. C'est un réel délice. Et en cette période particulière, de nombreuses sociétés monégasques et comités d'entreprise ont fait appel à la maison Pierre Marcolini qui a pour l'occasion innové en créant le chocolat spécial Covid.
Nous avons développé également un chocolat emballé. C'est un praliné de Jandouilla chocolat au lait avec des noisettes entières. Cette année, encore plus que d'habitude, les acteurs locaux privilégient le commerce de proximité. C'est vraiment, on se serre les coudes entre commerces de Monaco. Et si ces fêtes pascales auront permis aux Monégasques au moins de voyager sur le plan gustatif, avec l'arrivée des beaux jours, vous pourrez retrouver, comme chaque année, Pierre Marcolini dans un kiosque éphémère près de la place du Casino pour y découvrir cette fois ses fameux Esquimaux minutes et ses glaces artisanales. C'est noté. Un mot à présent sur la météo. Quel temps fera-t-il mardi ? Mardi, le temps sera très nuageux et la journée sera plutôt pluvieuse, entrecoupée de quelques éclaircies. Le thermomètre oscillera entre 14 et 8 degrés. Le soleil se lèvera à 7h02 et se couchera à 20h03. Mardi 6 avril, nous fêterons les Marcellins. Merci. On se quitte avec les photos du jour signées Manuel Vitali et Michael Alési. Elles sont consacrées à l'opération White Card. Nous en avons parlé dans ce journal. L'occasion pour moi de vous le rappeler. Vous prenez une photo de vous, d'un de vos proches, avec un carton blanc à la main et vous l'envoyez sur les réseaux sociaux de Peace and Sport en tapant #WhiteCard ou alors en allant sur le site www.april6.org et vous contribuerez à votre manière à la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Ce journal est terminé. On se retrouve, si vous le voulez bien, mardi dès 19h pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.